Monsieur Saryusz-Wolski, bonjour et merci d'avoir bien voulu nous parler. Alors, vous êtes un des principaux architectes de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Dès le début des années 90, vous avez commencé à préparer l'intégration. Dans le gouvernement de Jerzy Buzek, vous étiez secrétaire au comité pour l'intégration européenne, donc avec le rang de ministre. Et depuis 2004, donc depuis le tout début, vous êtes député au Parlement européen. Vous avez été vice-président du Parlement européen. Vous avez été, je crois, vice-président aussi du groupe du Parti populaire européen, PPE. Et ensuite, on a beaucoup parlé de vous aussi quand vous avez été le candidat du gouvernement de Beata Szydło pour la présidence du Conseil européen à la place de Donald Tusk. Et c'est là que vous avez quitté le Parti populaire européen et la plateforme civique, l'APO. Alors aujourd'hui, vous arrivez de Bruxelles pour fêter avec vos compatriotes le centenaire de l'indépendance de la Pologne, enfin de l'indépendance récupérée de la Pologne. Et pouvez-vous nous dire, parce que je sais que vous êtes assez critique des évolutions récentes de l'Union européenne, des pressions sur le gouvernement polonais et de l'attitude de vos anciens collègues de la plateforme civique, est-ce que vous regrettez d'avoir contribué grandement à faire entrer la Pologne dans l'Union européenne? Non, non, pas du tout. Je pense que la construction européenne telle qu'elle a été inventée par les pères de l'Europe, comme Robert Schuman, comme Alcide De Gasperi, c'était une des meilleures idées que l'Europe a eues depuis un millénaire. Le problème, c'est qu'après le grand-père, le côté libéral gauche de l'Europe, qui, au début, dans les années 50, s'est prononcé contre l'intégration européenne en disant que c'est une invention américaine et bourgeoise. Ils étaient farouchement contre, les communistes, les socialistes, et les libéraux de ce temps. Et maintenant, ils ont pris le pouvoir, ils dominent, et ils ont mené l'intégration européenne dans une direction qui n'est pas la bonne. Parce que l'Union entre dans la compétence des pays membres, elle est faible sur les choses qui sont cruciales comme l'immigration. En même temps, est devenue très politique, je parle de la Commission européenne, très politique pour ne pas dire idéologique, et fait naître une guerre froide interne, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a la chasse aux Hongrois, la chasse aux Polonais, la chasse aux Italiens, et demain, pourquoi pas autres. Il y a des mouvements politiques à l'intérieur des différents pays qui sont sur une liste rouge de Bruxelles. On pourrait parler aussi de la France, on peut aimer ou pas aimer, être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une sorte de censure des mouvements et profils politiques au niveau européen. Donc c'est une construction qui a perdu objectivité, neutralité, qui n'est plus un gardien des traités et un arbitre, mais qui est un partisan, qui fait partie de lutte politique. Elle détruit l'Europe telle qu'elle a été conçue par les pères fondateurs. Et alors, que s'est-il passé, puisque finalement, jusqu'à peu, vous étiez dans la plateforme civique qui est donc avec le PPE, donc c'est cette gauche dont vous parlez maintenant, je suppose, enfin, la droite libérale qui est proche de la gauche au Parlement européen. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, je dirais, du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté des populistes? Donc, premièrement, la plateforme civique telle que je joins, c'était un parti tout à fait différent de ce qui est aujourd'hui. C'était un parti de Rokita, de Płaziński et autres, avec un côté très fort conservateur chrétien-démocrate. Et puis tous ces gens, et c'est elle, conservateur droite si vous voulez, elle était éliminée par les libéraux de M. Tusk et ses collègues. Et à un certain moment, même le post-communiste ont été invités là-dedans. Donc c'est un parti de centre-droite à la naissance qui est devenu un parti de centre-gauche aujourd'hui, le parti au pouvoir qui a fait des énormes dégâts à la Pologne. Mais le dernier moment qui n'était pas acceptable à moi, c'était d'attaquer la Pologne de l'extérieur.
d'utiliser les instruments, les institutions de l'Union européenne contre son propre pays. Et je pense que la position du PP aujourd'hui, bon, il y a des gens et des forces politiques au PP avec lesquels je sympathise, comme ceux de Viktor Orban par exemple, mais il y a la partie, disons, l'aile droite du PP qui est telle qu'elle doit être. Mais elle était dominée ou influencée fortement par des gens qui doivent être avec Macron, qui doivent être chez les libéraux, chez Verhofstadt, et pas chez les chrétiens-démocrates. Et ça a commencé aussi au PP au moment, je me souviens très bien parce que j'étais là quand les documents ont été négociés et créés. À un certain moment, on a rayé les mots chrétiens-démocrates dans nos documents, dans leurs documents. Donc ce sont eux qui ont changé, pas moi, pour mettre les choses à bref. Alors quand le président français Emmanuel Macron, puisque vous l'avez évoqué, parle de redonner une impulsion à l'Europe, c'est ainsi qu'on le présente, et vous avez l'air de penser que c'est plutôt Viktor Orban qui peut redonner une impulsion à l'Europe. Premièrement, je pense que le président Macron, c'est un populiste qui accuse les autres d'être populistes. Premièrement parce qu'il est protectionniste et c'est les travailleurs détachés, c'est le cas de ce qu'il est fier. Mais c'est contre la liberté de mouvement des personnes, ces changements dans l'Union européenne, de se protéger contre les mouvements de travailleurs détachés. Et je pense que sur l'immigration, ce n'est pas une politique, c'est un chaos. Sur la discipline fiscale, il attaque l'Italie en même temps, il n'est pas le mieux placé pour le faire. Donc c'est du populisme libéral, si vous voulez, et ses ambitions européennes sont mal placées parce que s'il pense qu'il sera supporté par les Allemands, il a tort. Deuxièmement, parler par exemple de l'armée européenne aujourd'hui, quand la France n'investit pas comme elle doit dans son potentiel, dans son armée, c'est une contradiction. En même temps, il est exclu pour lui, je suis sûr, de prêter la force de frappe française à l'Union européenne. Donc tout ça, c'est plutôt une confusion de différents souhaits d'être d'un côté populiste, de l'autre côté progressiste, et de l'autre côté d'être du côté de ceux qui veulent protéger économiquement la guerre commerciale. Et que pensez-vous justement alors de sa récente déclaration où il parlait justement de créer une armée européenne, mais pour protéger l'Europe contre la Russie d'une part, donc je pense qu'en tant que Polonais vous devez trouver cela assez raisonnable, mais contre les États-Unis aussi. Donc c'est cette fameux appel à l'Europe souveraine. Oui, mais comment? Aujourd'hui, sans les États-Unis, nous ne sommes pas capables de nous défendre contre les vrais adversaires. Mais mettre sur les pieds égaux et symétriques la Russie et les États-Unis, c'est fou. Étant donné l'histoire, la Première Guerre mondiale, on fête maintenant le centenaire, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale. Donc géopolitiquement, je ne suis pas d'accord de cette approche symétrique, y compris cette réserve extrêmement forte contre les sanctions iraniennes. Parce que l'Iran, c'est un système très dur, pour ne pas dire autoritaire et terrorisant son peuple. Et l'Europe là-bas est mal placée de défendre l'Iran contre les États-Unis. Et pour revenir à un aspect un peu plus idéologique, puisque vous nous expliquiez que la gauche, une certaine gauche a un peu kidnappé l'Union européenne,
Est-ce que vous pensez, 100 ans après cette lutte pour l'indépendance de la Pologne, pour récupérer l'indépendance contre les bolcheviks, ce sont les Polonais qui ont arrêté les bolcheviks qui voulaient étendre leur révolution à l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Pologne peut contribuer au moins, être leader d'une contre-révolution pour arrêter cette gauche qui domine un peu partout en Europe? Nous voulons éviter ce genre d'arrogance, comme celui de Macron, de dire nous voulons être un leader, nous avons la recette pour l'Europe. Mais je pense en fait le modèle économique et social polonais, donc la croissance, le chômage très bas, la solidarité sociale, c'est une bonne réponse et une alternative au modèle assez hétérogène, pour ne pas dire confus, de l'Europe occidentale. Donc par les langages de fait, oui. Formellement, la Pologne n'est pas inclinée de dire « suivez-nous parce que nous avons seule une recette pour l'Europe ». Mais je pense que l'Europe centrale en tant que telle, le Visegrad, c'est un groupement de pays qui, par les langages de fait, démontrent à l'autre Europe, aujourd'hui j'utilise ce terme envers l'Europe occidentale, qu'il y a une autre voie. C'est nous en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent, dans le cercle libéraux progressiste de l'Europe occidentale, nous tenons beaucoup à préserver et défendre l'Europe. Ses frontières, ses acquis, sa solidarité, contrairement à ceux qui voudraient dissoudre l'Europe du point de vue de l'identité, privée de racines chrétiens, romains, grecs, etc. Oublier l'histoire, oublier nos identités nationales. Sans les nations de l'Europe, il n'y aura pas de l'Union européenne telle que nous voulons. Et pour revenir à des questions plus spécifiquement polonaises, mais aussi liées à l'Europe, on a parlé donc de cette opposition polonaise qui demande une intervention de Bruxelles, ce que vous n'approuviez pas quand vous étiez, quand c'était vos collègues de parti. Et ça rappelle un peu le processus qui a conduit à la perte de l'indépendance de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas des associations de ce genre. Nous sommes, c'est mon point de vue de toute façon, je pense que c'est la ligne du gouvernement polonais aussi. Nous voulons suivre les règles du jeu et les lois de l'Union européenne, mais nous n'acceptons pas de suivre les règles inventées en dehors des traités par les institutions, parce que la procédure de rule of law, de l'état de droit de la Commission européenne est en dehors des traités. La pratique de Verhofstadt, c'est en dehors des traités. Et il y a une tentation de la Cour européenne de justice de sortir des traités, parce que le système judiciaire n'est pas la compétence de l'Union européenne. Que peut-on faire alors face à la décision récente de la vice-présidente de la Cour de justice qui a contraint le gouvernement polonais à suspendre la loi de réforme sur la justice, qui met un peu le chaos dans les institutions judiciaires puisque des juges à la retraite reviennent. Pourtant c'est en dehors des traités. Alors est-ce que la Pologne est encore indépendante aujourd'hui, 100 ans après 1918? Dans la science juridique, on appelle ça activisme judiciaire. Donc une tentation de créer de faits juridiques en dehors de la lettre du droit. Donc comme je viens de dire, il faut suivre tout ce qui est le système juridique européen, mais on ne peut pas permettre que l'Union européenne entre dans les domaines qui n'ont été pas transférés par les États souverains membres à l'Union européenne en tant que telle, à la base des traités. Sur la liste des compétences de l'Union européenne, le système judiciaire ne figure pas. Donc, essayer d'intervenir là-dedans, c'est non constitutionnel, je dirais, en utilisant les langages sur les systèmes politiques nationaux.
c'est anticonstitutionnel. Et j'espère, je pense, que la Cour européenne de justice ne poursuivra pas cette route, parce que c'est destructif pour l'Union européenne elle-même. Mais l'indépendance, pour revenir à votre question, nous percevons que l'intégration européenne, l'Union européenne en tant que telle, comme perçue et comme construite par les pères fondateurs, c'est un garant et un facteur positif pour sauvegarder l'indépendance polonaise. Notre point de vue n'est pas celui des Britanniques. Les jeux à somme zéro, le plus de l'Europe, le moins de la Pologne, non. Nous sommes prêts à aller jusqu'au-là où nous ont donné notre accord, mais pas au-delà de ça. Pas au-delà de ça. Et puis nous voulons avoir une pleine participation à la prise de décision. C'est qui, par une domination de concert de grands pouvoirs, après le changement de traité de Nice, le système des votes, nous étions contre, où il y a une Europe franco-germanique ou germanique ou d'autres constellations, mais de toute façon, le pays de l'Europe centrale et orientale sont traités comme des pays de deuxième catégorie. Et il y a des doubles standards il y a de maintes exemples qui sont pratiqués contre nous ou qui nous contredisent. Pour terminer, je voudrais vous poser une question sur cette fameuse marche de l'indépendance qui a fait beaucoup de bruit en Europe et au Parlement européen, qui aura lieu donc dimanche comme tous les ans, peut-être sous une formule différente cette fois, et on a entendu par exemple M. Verhofstadt l'année dernière parler de 60 000 fascistes et néo-nazis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, même en tant que Polonais et député au Parlement européen qui a eu à entendre toutes ces... Alors, premièrement, c'était scandaleux que le leader des libéraux a dit, M. Verhofstadt, que c'était l'année dernière 60 000 de fascistes. Il y avait quelques dizaines de gens qui semblaient avoir de transparents de faire de manifestations de ce sorte. C'était une marche patriotique en masse. Et je pense que c'est la même chose cette année. Moi, je veux participer dans la marche organisée sous le patronage du président de la Pologne. Je pense que c'est un acte patriotique qui va souligner l'importance de cette indépendance regagnée il y a 100 ans. Et il faut aussi, auprès des Français, dire qu'il y a 100 ans, la France était de notre côté. Et nous en sommes reconnaissants. Et nous voudrions que la France d'aujourd'hui et de demain soit de nouveau de notre côté. Merci. Merci.